Bonjour à tous, bienvenue au Forum européen de bioéthique ce matin. Désolé pour les quelques minutes de retard. Aujourd'hui, donc je vais présenter cette table ronde avec Bernard Bertschi, philosophe très impliqué dans les questions de bioéthique. Et nous allons donc parler d'un sujet qui peut paraître parfois un peu compliqué, dont on a beaucoup entendu parler, dont on entend un peu moins parler aujourd'hui, mais qui, par ses interactions avec l'intelligence artificielle, reste très présent. J'ai nommé les nanotechnologies. Alors en guise d'introduction, peut-être simplement vous faire quelques rappels très brefs sur ce que c'est d'abord que les nanotechnologies. Mais je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne vais pas faire de spoiler les propos de mes collègues, mais simplement vous dire qu'est-ce que c'est que déjà qu'un nanomètre, parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à se figurer. Alors, si je vous dis que c'est l'ordre de grandeur de la distance entre deux atomes, ça ne va pas forcément vous donner une information très claire. On se souvient tous de nos règles qu'on avait dans les trousses lorsqu'on était à l'école, et on arrive à peu près à discerner le millimètre. Ça, c'est quelque chose que le cerveau humain a la capacité de distinguer. Alors, vous prenez ce millimètre, d'accord, et vous le coupez en 1000 parts égales. Vous prenez une de ces parts et vous le coupez encore en 1000. Et là, vous avez à peu près, vous pouvez peut-être vous figurer ce que c'est que le nanomètre. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est très difficile de se figurer des grands nombres. C'est très difficile de se figurer des grands nombres vers le haut, les milliards des années-lumière, etc. Mais c'est également très difficile de se figurer, j'appellerais ça aussi des grands nombres, mais dans la petitesse. Et c'est très important parce que ça a beaucoup d'implications. Donc notre cerveau n'est pas capable de se figurer ça, d'autant plus que si on se dit après, bon ben d'accord, on arrive à concevoir le milliardième de ce que c'est, maintenant à quoi ça correspond d'autre quand on sait que par exemple l'atome en lui-même, ben voilà, vous prenez, il y a le noyau de l'atome, imaginons que c'est un brin d'herbe au milieu d'un stade de foot, et ben l'électron qui gravite autour, ben c'est dans les gradins, d'accord? C'est juste pour vous dire qu'on est dans des échelles qui sont très difficiles à appréhender, et c'est pour ça, et paradoxalement, travailler à une échelle aussi petite, ben c'est proprement vertigineux. Ça peut être un peu paradoxal parce qu'on est sur des échelles qui sont très basses, très petites, et pourtant les implications sont énormes. Travailler à l'échelle du nanomètre, c'est travailler à l'échelle de l'atome. Quand bien même on sait que l'atome désormais est sécable, un peu contrairement à l'étymologie grecque qu'on avait de ce terme-là, l'atome, ça reste tout de même la brique élémentaire de toute la matière et de toute la vie. Donc travailler l'atome, observer l'atome, c'est à la fois démonter un peu le jouet de tout ce qui nous entoure. Alors parfois, quand on démonte trop son jouet, on n'a plus tellement envie d'y jouer. Mais c'est aussi une manière de pouvoir agir sur cette matière, de pouvoir la modeler, de pouvoir reconstruire quelque chose de neuf. Et c'est une manière de modifier à la guise la matière, un peu comme un dieu un peu juvénile et obsédé par son nouveau jeu de Lego pourrait être obsédé par cette idée-là. Et puis en plus, vous imaginez bien qu'à cette échelle-là, c'est proprement invisible. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du nanomètre se retrouve absolument partout, dans des quantités parfois difficilement imaginables. Et cela, bien entendu, ça peut nous laisser rêveurs, mais ça peut aussi nous faire des cauchemars et imaginer les choses les plus dingues. C'est pas une affaire qui est très récente, puisqu'on vous en parlera, mais c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à la fin des années 2000. Mais c'est quelque chose qui revient un petit peu aussi sur le devant de la scène. Et c'est vrai que quand on parle de transhumanisme, tout ça, quand on parle de NBIC, ce qui est un peu ce qu'on appelle le mythe de la singularité, il y a les biotechnologies, il y a l'intelligence artificielle, mais le N, ce sont bien les nanotechnologies. C'est-à-dire que pour les scientifiques, c'est quelque chose qui semble pouvoir être très prometteur, et c'est de ça dont on va essayer de vous parler ce matin. Alors pour en parler justement, nous avons la chance d'accueillir ce matin Judith Mel, qui est présidente de JM Conseil et cofondatrice et directrice générale d'Ethikia. Elle est donc bien entendu spécialisée dans les enjeux éthiques liés au développement de l'intelligence artificielle. À sa droite, Alexei Greenbaum, qui est philosophe et physicien, chercheur au laboratoire l'ARCIM du CEA de Saclay. Il est spécialiste de l'informatique quantique et depuis 2003, il s'intéresse notamment aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies. Et aux nouvelles technologies, et bien évidemment, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle et la robotique. Il a notamment été coordinateur pour la France
de l'Observatoire européen des nanotechnologies et partenaire du projet européen Recherche et Innovation responsable en pratique. Il est également membre du Comité national piloté d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle et de la commission d'éthique de la recherche numérique. Il a publié Mécanique des étreintes et les robots et le mal. Donc nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Nous excusons également Thierry Magnin qui malheureusement ne peut pas être là parmi nous pour des raisons tout à fait personnelles et incontournables. Et on est impatient de vous écouter. On va commencer peut-être par Judith Mel qui va nous rappeler brièvement peut-être ce que sont et d'où viennent les nanotechnologies. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais, suite à cette introduction qui a déjà largement décrit ce que pouvaient être les nanotechnologies, je vais essayer d'aller un peu plus loin et pour voir quels sont les champs d'application dans un premier temps. Donc c'est ce qui vous a été dit, c'est finalement tout ce qui est les nanotechnologies, ça revient à la manipulation de l'infiniment petit. Ça correspond, si on doit faire des parallèles et qui ont déjà été faits, c'est effectivement comme si on devait construire une maison avec des Legos. Donc c'est un peu le même type d'échelle. On est sur l'architecture de l'échelle atomique et moléculaire. Quand on reprend un peu l'histoire, et c'est exactement ce qui a été dit, les nanotechnologies, c'est quelque chose qui remonte à un certain temps. Ça fait longtemps qu'on en parle. Autant il y a d'autres technologies actuellement qui sont plus émergentes. Et les nanotechnologies ont commencé en 1981 avec l'invention du microscope à effet tunnel. Et c'est finalement cet instrument qui a permis au début de cartographier tous les atomes, atome par atome. S'en est suivi derrière la découverte des fullerenes, et c'est ça qui a permis derrière des synthèses artificielles d'objets nanométriques. Et après, en suite et en série, un certain nombre d'avancées. Alors ces deux sont particulièrement marquantes parce que ça a donné lieu à un prix Nobel de physique en 86 et à un prix Nobel de chimie en 96. Donc tout ça pour dire, et qui finalement conforte totalement ce qui a été dit en introduction, c'est que ce sont deux sujets qui datent d'il y a un certain temps, à la fois la découverte de l'atome et la découverte de ce que potentiellement on pourrait en faire. Après, quelles sont les applications réelles des nanotechnologies ? On a deux types de voies qui sont utilisées. On a les voies qui sont dites descendantes et les voies qui sont dites ascendantes. Dans les voies descendantes, c'est ce qu'on utilise classiquement en électronique depuis des années, c'est-à-dire qu'on réduit de plus en plus la taille des matériaux utilisés, puisqu'on est passé d'ordinateurs absolument colossaux à des ordinateurs de plus en plus petits, qu'aujourd'hui c'est une technique qui continue à être utilisée. Néanmoins, on commence à être limité par la taille en fait, des composants et des constituants. Et après, il y a la voie ascendante qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de construire à partir de l'infiniment petit finalement des molécules qui permettraient d'avoir les propriétés ou les fonctions désirées en construisant nous-mêmes des choses de petite taille. Alors, en pratique et dans la vie quotidienne, donc on a la nanoélectronique, ça c'est ce que je viens d'aborder avec tout ce qui est constituant électronique, l'informatique, les ordinateurs, les téléphones et ainsi de suite. Il y a la nanobiotechnologie qui permet à la fois de combiner l'ingénierie nanométrique et la biologie, et l'objectif étant de manipuler des organismes vivants et construire des matériaux inspirés des systèmes moléculaires biologiques et les nanomatériaux qui sont indispensables à l'utilisation et au développement de toutes les nanobiotechnologies. Alors c'est bien évidemment plutôt sur tous les enjeux de nanobiotechnologie où on commence à toucher au vivant, à la biologie, que toutes les questions éthiques peuvent se poser, puisque tout ce qui est microélectronique finalement soulève assez peu de questions éthiques. Et quand on voit les différentes applications concrètes que ça peut avoir, on a notamment dans le domaine de la santé, on a une application potentielle en imagerie médicale avec, aujourd'hui, sur tout ce qui est imagerie médicale, dans la majorité des cas, fonctionne avec ce qui s'appelle du produit de contraste, qui permet de rehausser un certain nombre soit de tumeurs ou de pathologies. Et ce produit de contraste, du coup, qui diffuse largement, il pourrait y avoir un champ d'application en utilisant des nanoparticules qui représenteraient justement une alternative aux produits actuellement utilisés.
L'objectif étant de cibler plus facilement et de limiter, de toucher l'intégralité de l'organisme. Il peut y avoir une amélioration de l'imagerie fonctionnelle en utilisant les mêmes techniques. Sur les analyses biologiques, on est sur une diminution du type de matériaux, de la taille des matériaux utilisés, et finalement c'est plutôt le même parallèle que ce qu'on peut avoir avec les nanotechnologies. On n'est pas en train d'aller avoir une molécule très petite pour aller cibler spécifiquement quelque chose. En revanche, on développe des outils de plus en plus petits et de plus en plus finalement faciles d'utilisation. Et alors après, les deux sujets qui relèvent de la médecine pure, qui sont les nanomédicaments, qui en sont en cours de recherche. On n'a pas objectivement de pistes réelles de nanomédicaments utilisés actuellement, qui sont des toutes petites molécules qui seraient particulièrement utiles dans tout ce qui est cancer, puisque ces toutes petites molécules, de par leur taille, cibleraient spécifiquement une cellule, et le fait de cibler spécifiquement une cellule, qui serait en l'occurrence la cellule tumorale, permettrait de limiter tous les effets secondaires qui sont liés aujourd'hui au traitement actuellement utilisé. Ce sont des pistes de recherche. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret, donc on n'est pas, d'une part, en mesure de connaître l'efficacité réelle de ces traitements, et d'autre part, de connaître aussi, finalement, la sécurité et la tolérance de ces traitements. Et après, l'autre et le dernier champ d'application en médecine qui relève de tout ce qui est réparation tissulaire, avec des nanobiomatériaux qui pourraient mimer le tissu physiologique, permettant soit la reconstruction de neurones, la reconstruction de tissus. Et là, on arrive sur tous les enjeux d'hommes augmentés, d'hommes transformés, et le pont vers le transhumanisme se fait finalement assez naturellement. Donc je vais juste conclure là-dessus pour cette première partie. Aujourd'hui, on est sur quelque chose dont on parle depuis longtemps, avec des champs d'application qui restent tout aussi prometteurs qu'ils l'étaient au début, depuis le début de la découverte de toutes ces technologies, mais une réalité d'application qui n'existe pas encore fondamentalement, mais qui soulève bien évidemment un certain nombre de questions éthiques par rapport à son utilisation et la manière dont on l'utilise aujourd'hui et la manière dont on pourrait l'utiliser. Merci. Donc, c'est vrai que quand on vous écoute, on a l'impression qu'on a la capacité d'observer et donc aussi de créer des choses à l'échelle moléculaire. D'un côté, vous nous dites qu'il y a assez peu d'applications. Pourtant, quand on n'est pas dans le milieu de l'édition scientifique, etc., on en entend quand même parler, que ce soit dans les cosmétiques, les shampoings, l'alimentation. On a quand même, alors peut-être que ce sont des choses qui sont dites par excès, hein, c'est possible, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, et je me fais le relais un petit peu de ce que je peux entendre autour de moi, peut-être de cet apprenti sorcier qui sait fabriquer des choses à des échelles nanométriques, mais qui après n'est pas forcément toujours en mesure d'en assurer la sécurité, la dispersion ou l'utilisation. Alexei Greenbaum, on vous laisse la parole. En 2009, le gouvernement français de l'époque a décidé d'organiser un débat national sur les nanotechnologies. Peut-être que vous vous en souvenez. Un débat planifié dans 17 villes françaises. Le premier débat le 15 octobre 2009 ici à Strasbourg, avec des fonctionnaires européens qui présentent les budgets, combien on investit, etc. Deuxième débat à Toulouse, le 20 octobre 2009, 200 personnes dans la salle, des scientifiques sur scène qui sont en train de donner la définition des nanotechnologies. Quelqu'un ouvre une bobine d'ammoniac dans la salle. Attaque chimique. La salle est évacuée. Alors les débats à Lyon, à Marseille, à Grenoble sont bloqués par des opposants qui montent sur scène avec des banderoles. Nano, c'est totalitaire. Que se passe-t-il? Quand vous êtes un scientifique, vous vous demandez, mais pourquoi toute cette réaction? On fait de la recherche dans le laboratoire. On ne pense pas faire quelque chose de totalitaire en faisant de la recherche scientifique. Pourquoi cette réaction étrange?
Et donc, avant de répondre à cette question, il faut bien distinguer le plan scientifique, le plan épistémologique de cette réflexion et le plan politique. Les opposants, d'ailleurs ceux qui disaient « nano, c'est totalitaire », ces opposants écrivent des textes tout à fait intelligents, et quand vous lisez ces textes, vous apercevez très souvent des phrases comme, je cite de mémoire, mais j'espère que c'est assez précis, quel que soit le sujet, les nanotechnologies, la biologie de synthèse, l'édition du génome, les organismes génétiquement modifiés, aujourd'hui l'intelligence artificielle, nous bloquons les débats, nous sommes contre, etc., parce que nous souhaitons manifester notre opposition politique à ces projets politiques, disent ces opposants-là. Et donc, il faut bien séparer ce plan politique dont je parlerai dans un second temps des questions de science, des questions de ce qui se passe dans les laboratoires. Alors, commençons par cela. Vous avez parlé de l'échelle du nanomètre. L'échelle du nanomètre, donc typiquement on dit les nanomatériaux, nanosciences, nanotechnologies entre 1 et 100 nanomètres, est suffisant de dire juste voilà, c'est l'échelle du nanomètre. Bon, pas vraiment. À cette échelle, vous avez déjà bien sûr des molécules biologiques, vous avez aussi quelques premiers organismes biologiques comme les virus, et vous avez également toute la chimie qui s'y passe. Donc la chimie, ça n'est pas nouveau, ça n'est pas récent, ça date des siècles et des siècles. Alors, que faut-il ajouter? Il y a à cette échelle des propriétés nouvelles de la matière, les propriétés que la matière n'a pas dans son état macroscopique, pas nanométrique. Alors, quelles propriétés? Toutes sortes de propriétés électriques, thermiques, optiques, tout ce que vous voulez. La couleur même de l'argent peut devenir rouge, par exemple, etc., etc. Donc, vous voyez, elle a plein de propriétés nouvelles. Alors, est-ce qu'il suffit de dire on travaille à cette échelle avec des propriétés nouvelles? Bon, pas encore, parce que si vous allez, par exemple, je ne sais pas, à Londres et vous allez au British Museum, vous allez voir un objet qui est exposé dans une vitrine spéciale là-bas, qui s'appelle la coupe de Lycurgue. Et donc, c'est un peu comme ce verre-là, une coupe pour boire du vin, très très belle. Et vous la regardez, elle est complètement laide, vous ne savez même pas pourquoi elle est exposée comme ça. Et puis, il y a un petit interrupteur, vous l'enclenchez, et hop, il y a une source de lumière qui s'allume à l'intérieur de cette coupe, et elle devient extrêmement belle. Déjà, les Grecs savaient que les particules métalliques fines, ils ne les appelaient pas des nanoparticules, avaient donc des propriétés différentes des particules macroscopiques, parce que l'angle auquel vous éclairez, vous envoyez de la lumière sur ces particules-là, modifie les propriétés optiques. Et donc, ce qu'il faut ajouter, ce n'est pas seulement cette histoire des propriétés nouvelles à l'échelle nanométrique, certes, mais il faut y ajouter l'instrument. Comme on dit chercher la femme, c'est exactement ce que vous avez dit, il faut chercher l'instrument dans l'histoire des techniques. Et donc, ces nouveaux instruments que nous possédons depuis les années 80, les microscopes à effet tunnel, les microscopes électroniques, etc., tous ces instruments permettent d'agir à cette échelle-là, de concevoir vraiment des actions finalisées par l'ingénieur, par le chercheur à cette échelle-là. Et c'est là le début du boom des nanotechnologies à la fin des années 80. Donc ça, c'était ma première remarque. Pourquoi finalement nous parlons aujourd'hui des nanotechnologies? Grâce aux instruments sur le plan épistémologique et grâce à tout cette, je dirais franchement, débâcle du débat national de 2009-2010 que nous avons vécu en France, et d'ailleurs pas uniquement en France, il y a eu des débats un peu partout, je peux vous parler aussi, si cela vous intéresse plus tard, d'autres pays du monde. Qu'en est-il réellement? Alors, politique, épistémologie, d'accord, mais où en sommes-nous en 2020? Qu'est-ce qui reste de ces débats de 2009? Alors, il reste bien sûr les grands rêves, les promesses de travailler à l'échelle nanométrique, ou d'ailleurs, je crois que dans le petit texte que vous avez lu, qui introduisait donc ce débat aujourd'hui, est-ce que tout devient possible? Déjà, le poète Horace disait « L'homme ira jusqu'à enlever à Jupiter ses foudres ».
Est-ce que finalement les nanotechnologies nous rapprochent de ces objectifs? Bon, ça, ce sont les grands rêves qui, bien sûr, existent et vont toujours exister. Mais aujourd'hui, ces grands rêves portent surtout sur les nouvelles générations des technologies qui nous fascinent. L'intelligence artificielle, nous allons en parler peut-être tout à l'heure, l'édition du génome, vous savez qu'il y a beaucoup de questions éthiques que posent ces technologies d'édition du génome. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la présence du président du Comité national d'éthique qui connaît très bien ces sujets, Jean-François Delfraissy, dans cette salle. Donc, scientifiquement, il y a des choses qui avancent. La fascination ne porte pas tellement sur les nanos, mais y a-t-il encore des questions sociétales, des questions éthiques sur les nanos? Il y a deux questions effectivement qui restent. La première, une question très intéressante qui est avec nous depuis 2011. En 2011, la Commission européenne publie la première définition des nanomatériaux. Une définition, ça sert à quoi? Ça sert à définir des normes et des standards. Vous voulez mettre quelque chose sur le marché, vérifiez que vous avez bien respecté la norme. Et donc, ces définitions, juridiquement, sont très importantes. Et on s'aperçoit assez rapidement, cette définition a été révisée, etc., mais on s'aperçoit assez rapidement qu'elle devient impossible de prouver que votre matériau, attention, n'est pas un nanomatériau. Bien sûr, vous pouvez faire des tests pour prouver qu'il l'est. Mais si quelqu'un vient et qu'il vous dit « mais prouvez que ce que vous avez là n'est pas un nanomatériau. Peut-être que vos filtres ne sont pas assez bons. Peut-être que vous avez juste laissé échapper des nanoparticules. Vous ne les avez pas vues. Comment allez-vous prouver que ça n'est pas un nanomatériau ?» Et ça, c'est une question qui intéresse beaucoup d'industriels. Mais c'est une question, peut-être vous allez me dire, un peu spéciale, un peu particulière pour les industriels, les juristes, etc. Mais quid du citoyen? Alors pour le citoyen, il y a des questions un peu plus proches, je dirais, des questions qui sont liées à l'utilisation des nanomatériaux dans les produits alimentaires et cosmétiques. Et là, j'ai en tête, bien sûr, la saga qui continue jusqu'à ce jour du complément alimentaire E171. Alors, le dioxyde de titane nanométrique, en deux mots, ça consiste en quoi exactement? Ce dioxyde de titane nanométrique est utilisé comme colorant dans beaucoup de produits, dans des dentifrices, dans des sucreries, beaucoup de choses que vous achetez, que les enfants mangent, etc., contiennent du dioxyde de titane nanométrique, ça donne tout un tas de couleurs. Alors, en 2016, début 2017, paraît une étude qui dit peut-être, on a fait quelques études sur les rats et peut-être que c'est cancérogène. Mais beaucoup d'incertitudes. Alors, à l'époque, toutes les agences de veille sanitaire s'activent et disent « Oh, il faut faire plus d'études, il faut bien sûr qu'on ait vraiment de la connaissance là-dessus et pas juste des hypothèses. » Et donc, on a fait 25 études entre 2017 et 2019, 25 études supplémentaires. La conclusion de l'ANSES en 2019, toujours pas de certitude. On ne sait pas, rien n'a changé. L'état de nos connaissances des propriétés toxiques ou pas de ce produit n'a pas évolué. Mais attendez, nous avons le principe de précaution. Nous avons aujourd'hui, dans un texte qui fait partie du corpus constitutionnel législatif en France, nous avons le principe de précaution. Et alors, le gouvernement décide, donc d'abord le Parlement, ensuite le gouvernement, ça je vous passe les batailles politiques entre les deux, fin 2018, début 2019, décide d'appliquer un moratoire, donc d'interdire ce produit d'interdire le dioxyde de titane nanométrique, E171, dans les compléments alimentaires à partir du 1er janvier 2020 pour un an. Pour un an, en espérant que peut-être nous allons apprendre quelque chose. On va voir. Et donc, l'actualité du jour, et c'est vraiment la seule actualité nano qui nous reste en 2020, c'est que depuis le 1er janvier, le complément alimentaire E171 est interdit dans les produits alimentaires. Mais attention, il est toujours utilisé dans les cosmétiques, dans les dentifrices et des choses comme ça. Donc, où allons-nous? Est-ce que ce moratoire va être prolongé ou pas? L'Europe est farouchement contre l'action française là-dessus, parce que l'Europe n'entend pas du tout la précaution de la même manière que la France. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un débat éminemment politique aujourd'hui.
Vous voyez, la science n'est pas, aujourd'hui, en février 2020, n'est pas capable de trancher sur cette question, est-ce que c'est toxique ou pas. Et donc, il faut de l'action politique dans l'état d'incertitude. Et c'est là que je vais conclure. Je vous ai promis une première réponse à cette question de savoir pourquoi, finalement, ce sont des projets politiques. Dans quel sens les opposants nous taxent de totalitaires. Bon, on fait de la recherche. Mais qu'est-ce qu'il y a de politique dedans? Et c'est une question qui est très énigmatique quand vous la posez, par exemple, à un doctorant, à un jeune chercheur qui vient commencer sa carrière scientifique, et vous lui dites « Ah bah regardez, il y a des opposants, ils disent que vous faites de la politique, mais dans quel sens ?» Et je suis amené à expliquer toujours à chaque fois. Alors je commence d'habitude mes explications par cette citation magnifique de Hannah Arendt, que vous connaissez, la grande philosophe Hannah Arendt. Hannah Arendt qui dit, à la fin des années 60, qui dit « Oui, écoutez, la condition de l'homme dans le monde technologique, depuis le XVIIIe siècle, elle a été caractérisée par la vulnérabilité de l'homme. Bien sûr, l'homme était tout petit devant ces locomotives en acier, les ponts, tous ces objets mécaniques du XIXe siècle, de la science, de la technique de l'époque. Mais, dit Arendt, ça a changé. Et maintenant, la vulnérabilité n'a pas disparu. Elle caractérise toujours notre relation avec la technique. Mais il y a une autre propriété qui devient plus importante encore, et c'est l'incertitude. C'est l'incertitude. Nous faisons des choses de plus en plus vite, nous mettons des objets techniques dans le monde, nous changeons le monde, nous changeons aussi, nous parlerons peut-être du transhumanisme tout à l'heure, mais nous ne pouvons pas appréhender toutes les conséquences. Et donc, nous sommes dans cette incertitude ineffaçable, qui n'est pas possible de supprimer. Alors, dans cette situation d'incertitude, quelle est la réaction de la société? La réaction de la société, c'est de faire porter aux scientifiques la responsabilité, bien sûr, mais la responsabilité, attention, la responsabilité politique, collective, souvent pour des choses qu'ils n'ont pas voulu intentionnellement, qu'ils n'ont pas envisagé au moment de la découverte, du développement de tel ou tel produit. Ils sont aussi dans l'incertitude. Ils ne connaissent pas toutes les conséquences. Et donc, comment cette science aujourd'hui peut vivre, notre science, notre système scientifique aujourd'hui peut vivre dans cette situation qui n'est pas unique, mais qui est quand même très particulière, où on nous fait porter la responsabilité pour des choses que nous n'avons pas voulu faire intentionnellement. Et nous devons quand même vivre avec cette responsabilité politique. Et elle est tout à fait présente dans la société d'aujourd'hui. Cette responsabilité politique qui a des conséquences sur les financements, qui a des conséquences juridiques, qui a des conséquences sur les recrutements, sur les directions de recherche, etc., etc. Donc, ce problème de responsabilité, finalement, c'est là que se rejoint la réalité de quelqu'un qui travaille dans un laboratoire et les grands problèmes politiques dont parlent les opposants. Alors, je vais juste me permettre de rebondir un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui me heurte un tout petit peu quand même dans ce propos. Bon, j'entends bien qu'on ne peut pas faire porter à Albert Einstein la responsabilité d'Hiroshima. D'accord, ça c'est. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Voilà, non, mais je veux dire, ne pas faire porter, c'était pas mon propos. Voilà, on peut pas, il n'y a pas de responsabilité. Enfin, je veux dire. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. D'accord. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, ce que je vois plutôt dans le domaine de la médecine, par exemple, c'est que quand on produit un médicament, ce médicament, on va, avant de le commercialiser, on va lui faire passer un certain nombre d'étapes. On va savoir exactement quelle est sa sécrétion urinaire, son élimination par les voies hépatiques ou biliaires. On va s'assurer de la toxicité sur l'animal. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, alors qu'en parallèle, il y a des gens qui vont avoir besoin de ce médicament. Je me pose juste la question, moi je suis un béotien sur la question des nanotechnologies, mais je me dis, quand on entend qu'il y a plus d'1 millier de produits du quotidien dans lesquels il y a des nanoparticules, je parle au nom du grand public, je me dis quand même, ce sont quand même des produits qui sont administrés avec voilà, la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit, etc. Est-ce que je ne suis pas du tout fan du principe de précaution,
Et je pense qu'au forum de bioéthique et dans la bioéthique, c'est quelque chose qu'on aborde quand même très régulièrement. Souvent, c'est un drapeau qu'on va lever pour plutôt proclamer des croyances ou des dogmes pour arrêter d'aller plus loin dans les recherches ou dans la pratique. Mais cependant, là, je me demande quand même, surtout quand il s'agit de produits qui sont destinés à donner de la couleur à un aliment, on n'est pas en train de mettre dans la balance quelque chose qui va permettre de soigner une maladie mortelle, par exemple. Je me dis, est-ce que là, il n'y a pas effectivement une crainte du public qui, pour une fois, peut-être, pourrait paraître justifié, c'est-à-dire de dire, ben voilà, là effectivement, les scientifiques dans les laboratoires fabriquent des choses. Bien entendu, après, c'est pas les scientifiques, ce sont les industriels qui sont derrière. Mais on sait bien aussi que les industriels, à la différence de la médecine, je prends l'exemple de la médecine, c'est celui que je connais le mieux, je veux dire, je crois pas qu'il y ait d'études publiées dans Nature, Science, New England Journal of Medicine, quand cette industrie pharmaceutique va produire et mettre dans son produit des nanoparticules pour en étudier les effets versus placebo, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans cette même approche. Donc je pense que même si le sujet n'est plus tellement d'actualité, moi je suis un peu sidéré par l'idée que c'est quand même de plus en plus présent dans les produits du quotidien et on n'a quand même pas du tout le même niveau, enfin c'est l'impression que j'ai, mais peut-être que vous allez me dire le contraire, on n'a pas du tout le même niveau de vigilance ou de réglementation qu'on peut avoir dans tous les autres produits à destination des êtres humains ou des animaux ou de n'importe quelle espèce vivante. J'essaie de choisir un sous-ensemble de réponses parmi les 5-6 réponses que j'ai envie de vous donner. Peut-être 2 choses. Première chose sur la responsabilité tout de même. Il faut distinguer plusieurs figures de responsabilité. Il y a la responsabilité qu'on prend à travers son action sur son inaction. Cette responsabilité est légale. Il y a aussi une responsabilité morale. Elle peut être individuelle. Elle peut être aussi collective. Einstein n'a pas fait la bombe, sauf pour la lettre au président Truman en 1939, que vous connaissez peut-être. Il a écrit une lettre, mais il n'était pas dans le projet Manhattan, il ne faisait pas partie du projet Manhattan. Or, vous savez que sur la couverture du magazine Time, il apparaît avec la bombe, et pendant toutes les dernières années de sa vie, il militait contre les armes atomiques. Donc il y avait quelque part, en tout cas c'est ce que je crois, une responsabilité qu'il ressentait, mais qu'il n'avait pas prise, mais que la société a mise sur lui. Et donc c'est cet autre mode, la responsabilité qu'on nous fait porter, même si on ne l'a pas prise à travers notre action directe. Cette responsabilité, elle n'est pas mauvaise ou négative, elle est là, il faut apprendre à vivre avec. Alors comment est-elle cette responsabilité? Là aussi, il y a un élément arendtien, d'Hannah Arendt dans cette analyse. Elle dit c'est la responsabilité qu'on vous fait porter parce que vous faites partie d'un collectif. Alors Einstein était physicien, moi je suis physicien, donc voilà, effectivement. Mais à condition que vous fassiez partie de ce collectif de manière à ne pas pouvoir le quitter. Je ne peux pas cesser d'être physicien un jour. Et donc, c'est cette responsabilité qui advient. La responsabilité collective morale, ça veut dire quoi, collective morale? Ça veut dire politique. C'est exactement le sens du mot politique. Et donc, dans ce cas-là, il n'est absolument pas question de condamner, de rejeter cette responsabilité, parce qu'il faut apprendre à vivre avec. Et c'est ça le problème de la science d'aujourd'hui. Pour votre deuxième question, effectivement, la société française, quelle que soit d'ailleurs la vague des nouvelles technologies, que ce soit sur les nanos ou même sur l'intelligence artificielle, la société française, d'ailleurs un peu comme la société aussi autrichienne, mais pas comme les autres sociétés européennes, est divisée en 3 parties. Il y a, quelles que soient les nouvelles technologies en question, il y a un tiers qui suit l'approche coût-bénéfice, qui sont des utilitaristes, qui calculent l'utilité. Donc, si les bénéfices sont supérieurs aux coûts, alors vous pouvez mettre tel produit sur le marché. Il y a à peu près un tiers de notre société qui dit non, attendez. D'abord, vous devez connaître tous les dangers et tous les risques. No data, no market, comme on dit en anglais. Pas de données, pas de marché. D'abord, vous devez tout connaître et seulement après, on va pouvoir mettre votre produit sur le marché. Et puis, il y a un tiers, le dernier, qui ne sait pas. Qui n'a pas d'opinion tranchée sur cette question. Et donc, comment cette société peut-elle encore progresser? Peut-elle encore justement livrer des autorisations de mise sur le marché de certains produits? C'est une histoire assez compliquée, vous avez raison, c'est au cas par cas évidemment qu'il faut le regarder. Mais moi j'ai une réponse, et c'est le dernier mot que je vais me permettre, une réponse un peu générale.
pour réagir à ce que vous avez évoqué très justement, le problème de crainte et de peur devant la nouveauté. Et là, j'ai envie de vous raconter une petite histoire en 2 mots. Alors, dans un livre biblique, Thierry Magnin n'est pas là, mais il connaît aussi cette histoire. Tobie, un jeune garçon, Tobie, il a 16 ans, il quitte pour la première fois la maison de ses parents. Et il part en voyage, il est accompagné d'un ange, d'un archange même. Et d'ailleurs, quand vous voyez au Louvre ou ailleurs des grands tableaux de la Renaissance avec un garçon et un poisson, c'est Tobie. Alors pourquoi poisson? Pourquoi le poisson? À la fin de la première journée, un peu comme nous allons dans les hôtels pour prendre une douche, lui, il n'avait pas d'hôtel à l'époque, il descend dans un fleuve pour se laver. Et dans le fleuve, il y a un énorme poisson qui se jette sur lui, qui s'approche et qui va le dévorer, qui va l'avaler. Et il a très très peur. Il crie, etc. Et l'ange qui est resté sur terre sèche, l'ange lui dit très calmement, prends-le par les ouïes, tire-le à toi. Et comme dit le texte, ce qu'ayant fait, Tobie donc est capable de le prendre par les ouïes, de tirer sur terre sèche. Puis l'ange lui dit, prends son cœur, son fiel et son foie, parce que tu en feras d'utiles médicaments, d'utiles remèdes. Et Tobie, bizarrement, est capable de le faire. Et il faut toujours interpréter le mythe. Évidemment, une histoire mythologique, mais le poisson était-il grand ou petit? Et vous savez, on peut avoir plusieurs interprétations quand je pose cette question aux physiciens où ils disent c'est l'indice de réfraction et regardez de l'air et puis de l'eau et c'est pas la même taille. Mais mon interprétation est tout à fait différente. Simplement, il n'avait jamais vu auparavant de poisson. Il n'avait jamais vu de poisson, c'était nouveau. Il ne savait pas ce que c'était. Il prend peur. Et l'ange, regardez, l'ange ne lui dit pas « fais-moi confiance, tout va bien se passer, n'aie pas peur ». Non, non, l'ange ne dit absolument pas ça. C'est pas ça qui marche. L'ange lui livre une procédure 1, 2, 3, 4 pour arriver à quelque chose d'utile à la fin. Et donc, c'est une histoire sur la peur de la nouveauté. La peur de la nouveauté, elle est inhérente à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est inouï, inédit, ce qu'on n'a jamais vu. Et cette peur ne disparaîtra pas si nous allons juste dire « bon, faites-nous confiance à nous les scientifiques, ça va bien se passer ». Non, 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 c'est pas comme ça. La peur va petit à petit se dissiper quand nous aurons montré l'utilité finale de ces produits. Et quand même, il faut être honnête, il y a l'ange dans l'histoire et les scientifiques ne sont pas des anges. Juste pour rebondir aussi sur une partie de la question que Aurélien vous avait posée, donc concernant ce débat en France et en Europe sur ces additifs au niveau des nanomatériaux, avec ce débat m'a semblé en tout cas, dans le public en tout cas, est rené un débat concernant des nanoparticules entre guillemets naturelles, notamment le silicium amorphe que l'on trouve dans toutes sortes de poudres de soupe ou de café soluble, etc., qu'on utilise depuis extrêmement longtemps. Et il y a une inquiétude qui est montée. Alors, elle n'est pas montée sur toutes les nanoparticules. C'est ça qui est un peu surprenant. Par exemple, l'abrasion des pneus de voiture, quand elles roulent, dégage des nanoparticules, du noir de fumée, enfin des choses de ce genre-là, qui ne font pas réagir. Bon, on sait que les voitures polluent, mais j'entends ça ne fait pas réagir au-delà. Et j'ai l'impression que, c'est vrai qu'on a, nous autres êtres humains, une relation au risque assez particulière. Hein. On est beaucoup plus sensible au risque qu'aux bénéfices en général, peut-être pour des raisons évolutionnaires, je ne sais pas. Mais donc, il y a quand même une espèce de, j'ai l'impression, par rapport aux nanomatériaux, une espèce d'inquiétude qui est en train de monter. Alors, on compte, par rapport à la responsabilité des scientifiques, c'est vrai qu'une certaine manière, la société s'appuie sur les scientifiques pour savoir, parce qu'il y a de l'incertitude. Mais d'un autre côté, il y a une grande défiance d'une partie de la population vis-à-vis des scientifiques, parce qu'ils auraient des conflits d'intérêts, parce que ci, parce que ça. Enfin, c'est des discours qu'on entend beaucoup. Alors, comment est-ce que vous voyez, dans le fond, je dirais un peu de prospective, comment est-ce que vous voyez, vous imaginez l'évolution un peu, comment vous pensez que nous allons évoluer concernant ce rapport un peu tendu entre dans le fond, nos inquiétudes qui ont tendance à augmenter, même pour des produits qui existent depuis longtemps, et puis en même temps la responsabilité du scientifique qui est invoquée, mais qui est en même temps défiée. Un fait divers pour commencer. À chaque fois que vous respirez,
il y a plusieurs dizaines de milliers de nanoparticules qui entrent dans vos poumons à chaque fois que vous respirez. Ces nanoparticules sont en grande partie d'origine naturelle. Ils viennent des feux de forêt, des éruptions de volcans et de ce genre de choses. Donc des nanoparticules, il y en a partout. Pourquoi ces inquiétudes? Là, très justement, M. Barchi, vous dites, voilà, ce sont ces choses fabriquées, nouvelles. Parce que ce n'est pas tellement quand vous faites du feu dans votre jardin que vous allez vous inquiéter au sujet des nanoparticules. Peut-être le feu, il peut faire d'autres dégâts, d'accord, mais pas tellement les nanoparticules qui vont vous intéresser. Et donc, ce que nous faisons ex novo, ces choses nouvelles, jamais vues, le poisson de Tobie, nous inquiète. Nous ne les maîtrisons pas encore. Nous, comme disait Hannah Arendt, nous sommes dans l'incertitude. Nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences. Et nous avons d'ailleurs vécu des expériences qui ont laissé des traces. L'amiante, des affaires, vous voyez, l'amiante, évidemment, l'amiante est très très présente à l'esprit, l'affaire de l'amiante, quand nous pensons aux effets cancérogènes de fibres de carbone ou de ce genre de choses, ou des nanotubes par exemple. Donc, nous ne sommes pas dans ce contexte vierge, nous avons une certaine expérience. Et tout ce qui est nouveau, nous nous demandons aujourd'hui, la société se demande, oui, l'utilité est d'accord, mais il y a aussi ce halo symbolique, la nouveauté qui provoque des craintes, la confiance aux scientifiques qui ne va pas de soi. La confiance n'est pas accordée par défaut aujourd'hui aux scientifiques. Peut-être que les scientifiques des années 50 pouvaient encore vivre dans la tour d'ivoire et faire ce qu'ils souhaitaient faire. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques doivent justifier leur action devant la société, expliquer à quoi ça sert, jusqu'à pratiquement jusqu'à aller vers les produits finaux, vers les produits que la société va pouvoir utiliser pour tel ou tel grand objectif sociétal. Et donc aujourd'hui, ce débat n'est pas seulement un débat coût-bénéfice, calcul d'utilité, mais est davantage un débat symbolique, un débat politique sur la nouveauté, sur la réversibilité de notre action. Je vous raconterai tout à l'heure une autre histoire peut-être. Si nous mettons ces produits dans la nature, pouvons-nous revenir en arrière avec le carbone noir par exemple qui vient des pneus usés donc sur les routes et la déconcentration du carbone noir qui est assez importante. Quels sont les effets sur les courants d'eau par exemple? Où est-ce qu'on retrouve ces particules-là? Il y a toutes ces questions. Pour analyser ce débat politique, ce débat pas seulement éthique mais vraiment politique, moi je passe dans mes livres par ce que j'appelle les grands motifs. Il est un peu paralysant, bloquant de se dire bon voilà, il y a un produit nouveau, inédit, on n'a jamais vu, et alors qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, ouais, comme d'habitude, il y aura des gens qui pensent du bien et du mal, mais ce sera pas très réfléchi, un peu spontané, parce qu'on est dans l'incertitude. Donc, comment sortir de cette paralysie de la radicalisation? Si vous demandez que pensez-vous d'une chose nouvelle, inouïe, que personne n'a jamais vue, il n'y aura que des opinions radicalisées. Comment sortir de cette paralysie? Il faut trouver donc des grands motifs, il faut distinguer ces grands motifs. La nouveauté, comment cette nouveauté, comment l'histoire de la pensée éthique sur les nouvelles technologies, depuis longtemps, depuis des siècles, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la nouveauté? Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la réversibilité, sur le perfectionnement, sur le contrôle? Ce sont ces grands motifs qui, pour moi, nous permettent de sortir de la paralysie de la nouveauté, de cette opinion radicalisée qui ne sait pas où aller, et essayer de remettre un contexte, donc une situation, oui, technologiquement inédite, dans la continuité de la pensée éthique. Je voudrais juste réagir justement sur le concept de responsabilité. Si on se replace au niveau médical, donc pas au niveau ni agroalimentaire ni cosmétique. D'un point de vue médical, on est en train là de se dire
quelque part, en limitant l'innovation, on engage peut-être moins sa responsabilité. Mais finalement, quelle est la part de responsabilité engagée si on bloque l'innovation ? Aujourd'hui, les nanotechnologies, on a vu les applications potentielles qu'il pourrait y avoir dans le domaine de la santé. Donc, on n'en est évidemment pas encore là, mais finalement, ce qui est de la réparation tissulaire, ce qui est du ciblage spécifique de cellules tumorales, tout ça, ce sont des enjeux majeurs quand même pour les personnes malades, pour les patients. Et finalement, quelle est la part de responsabilité que pourrait avoir l'État de bloquer l'accès à l'innovation, de bloquer le développement de l'innovation ? Et c'est là-dessus où effectivement il y a un lien entre tout ce qui est nanotechnologie, intelligence artificielle et tous ces nouveaux sujets. C'est-à-dire qu'à la fois il y a quelque chose qui potentiellement peut faire peur parce que déjà on ne le voit pas, que ce soit l'intelligence artificielle comme la nanotechnologie, entre l'infiniment petit ou de l'algorithme ou dans une boîte noire, tout ça est absolument invisible pour nous, personnes ne faisant pas partie ni du milieu de la recherche en physique, ni en étant ingénieur. Mais, et c'est un peu, et le parallèle que je ferai avec l'intelligence artificielle, il est qu'on a quand même aujourd'hui pris le parti de se dire le risque éthique majeur était celui de bloquer l'innovation. Et c'est l'avis qui a été rendu justement par le Comité consultatif national d'éthique au sujet de l'intelligence artificielle. Et certainement, cette réflexion devrait être portée sur les nanotechnologies aussi demain pour plusieurs raisons. C'est que les nanotechnologies peuvent nécessiter de l'intelligence artificielle pour être développées. Donc, quid de la régulation de ces nanotechnologies ? Et peut-être que demain, il pourrait y avoir aussi de l'intelligence artificielle embarquée dans des nanotechnologies. Donc finalement, on est sur cet enjeu qui est que faisons-nous de l'innovation en France et que faisons-nous de l'innovation en Europe ? Les réponses qui ont été données sont assez nouvelles par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est-à-dire qu'on s'est dit que finalement, on allait peut-être prendre en compte que le risque n'était pas de laisser aux gens l'accès à ces innovations, mais que ces innovations se développent dans d'autres pays dont on ne maîtriserait absolument pas la manière dont ce serait développé, ni en termes de qualité, ni en termes de stockage des données, ni en termes de résultats. Parce que, alors, notamment sur l'intelligence artificielle, ce sont les données qui sont indexées qui vont permettre ou pas d'avoir un résultat. Donc, une intelligence artificielle sur une population chinoise, l'algorithme ne donnera pas la même chose sur une population caucasienne et ainsi de suite. Donc, il y a ça. Et après, c'est aussi la question des données. Hier, il y avait une intervention sur les GAFAM. Ok, certes, on donne tous nos données allègrement dans nos téléphones portables et autres, en tout cas pour la majorité des gens, mais on se dit que finalement, les données de santé, on va peut-être pas les donner. Alors c'est logique que les données de santé, il faille les protéger, mais qu'est-ce qu'une donnée de santé ? Est-ce qu'une donnée de géolocalisation est une donnée de santé ? Je vais me rendre toutes les semaines à l'hôpital. On peut potentiellement se poser la question de quid de ma présence à l'hôpital, donc ça devient une donnée de santé. Je donne mon nombre de pas que je fais par jour, ok, potentiellement données de santé ou pas, ça dépend. Est-ce que je suis en surpoids ? Est-ce que j'ai une maladie métabolique ? Est-ce que j'ai pathologie cardiovasculaire ? Donc en fait, potentiellement, tout peut être données de santé. Après, on peut peut-être se poser la question de quel est le degré de sensibilité des données de santé qu'on utilise, puisque, a priori, spontanément, on donne toutes ces informations. On n'a pas tous envoyé des prélèvements génomiques aux États-Unis. Donc, spontanément, on classe déjà différemment une donnée de poids ou de taille, une donnée de géolocalisation et une donnée génomique. Donc il y a tout ça qui se met en place avec à la fois ce qui relève de ce que l'individu peut faire, et après il y a bien évidemment ce que l'État doit faire, et on en revient justement à la responsabilité politique, et que finalement tous ces sujets sont des sujets éminemment politiques. C'est quelle est la responsabilité de l'État et où se situe le niveau de protection de l'État par rapport à tous ces sujets-là. On a actuellement finalement une prise de conscience de l'importance du développement de l'innovation qui s'est fait au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, donc avec des signaux plutôt positifs qui avaient été initiés par la mission confiée au député Cédric Villani sur l'intelligence artificielle.
On a eu le rapport de France Stratégie sur l'intelligence artificielle, l'avis du CCNE qui avait été rendu, du Comité consultatif national d'éthique, qui avait été rendu avec justement la place de l'importance de la régulation positive dans le développement de l'intelligence artificielle. Et tout ça a donné lieu à l'article 11 de la loi de bioéthique, qui est, sans rentrer dans le détail de la loi, qui est, à mon sens, un signal fort de aujourd'hui, on va faire en sorte que la France et demain, peut-être l'Europe, dispose d'un cadre législatif souple, propice au développement de l'innovation. Et justement, par rapport à ce qui est responsabilité, quand vous parliez d'études qui sont mises sur le marché, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont rentrées dans la loi. Il y a l'information du patient pour tout recours à ces nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, et la garantie humaine. Et la garantie humaine, c'est finalement, aujourd'hui, on considère que par rapport à ces technologies-là, le meilleur garde-fou qui existe par rapport à la machine est le regard humain. Alors attention, on parle d'un regard expert humain. On est sur... et ça peut se passer à plusieurs niveaux. C'est un collège d'experts réunissant aussi bien des utilisateurs que des professionnels qui permettrait d'avoir un avis et eux-mêmes générer une boucle de rétroaction sur l'avis donné par l'algorithme. Donc par rapport aux régulations, on est bien dans le système de santé et on est bien dans la santé, et non pas dans effectivement d'autres champs qui sont moins contrôlés aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on parle de nouvelles technologies, parce qu'on parle de nanotechnologie, parce qu'on parle d'intelligence artificielle qu'il n'y a pas de régulation, et bien au contraire. Et notamment, la Haute Autorité de Santé est en train de soumettre une grille d'évaluation de ces nouvelles technologies dans laquelle une des questions qui sera posée pour l'obtention du prix, donc il y a le premier niveau se passe sur l'autorisation de mise sur le marché, et après il y a la Haute Autorité de Santé qui donne des recommandations pour un prix. Comme on est quand même dans un système lié aux industriels, le prix a forcément un lien. Voilà, c'est ce qui va faire de toute manière que l'industriel va, oui ou non, faire en sorte que l'algorithme ou le médicament sera mis à disposition. Et ce prix, aujourd'hui, sera notamment conditionné par les garanties qui sont mises dans l'algorithme. Donc, ce qui est vrai pour les algorithmes sera vrai aussi et pourrait être vrai sur tout type de technologie utilisée. Donc, on voit que dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, finalement, on remet en santé, on remet des garde-fous qui sont équivalents à ceux qui étaient connus dans les médicaments classiquement. Les médicaments, il y avait des études qui permettaient de valider ou pas l'autorisation de mise sur le marché, et derrière, des procédures de pharmacovigilance qui sont mises en place. Là, finalement, on fait la même chose, ce qui permet, en espérant de raccourcir quand même la phase en amont, parce que sinon, ça risque de limiter un petit peu le développement de l'innovation. Mais sur la philosophie, on est sur la même chose, et en ayant quand même une prise de conscience que, finalement, la responsabilité aujourd'hui de l'État, ce serait la responsabilité, ce serait effectivement de bloquer l'innovation et de faire en sorte que les citoyens français et européens n'aient pas accès à ces données-là, ou aient accès, mais pas forcément au bon, et dans un système totalement inégalitaire. Donc voilà, c'était pour répondre aux enjeux de responsabilité évoqués tout à l'heure. Merci Alexis Greenbaum, vous vouliez rajouter quelque chose sur... Oui, on est arrivé vraiment au débat sur l'intelligence artificielle, qui est le débat qui, je pense, vous fascine un peu actuellement. Juste un mot, je commence par un exemple. Regardez, la reconnaissance faciale, vous connaissez tous les problèmes, vie privée versus la sécurité, ou comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre. Un détail, quand un algorithme de reconnaissance faciale reconnaît un visage, il détermine lui-même à peu près 80 paramètres de visage. Or, dans nos langues, en français, en anglais, etc., il y a à peu près 25 mots pour nommer des traits de visage. 80 paramètres, on peut les visualiser, on peut dire ça s'allume là, vous voyez, c'est allumé là, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas mettre un concept, un terme là-dessus. Est-ce que c'est un problème? Pour la police, pas du tout. Ils ne veulent pas savoir comment vous le faites, ils veulent savoir si la personne a été bien identifiée ou pas. Maintenant, vous prenez exactement le même algorithme de reconnaissance d'image. Exactement le même algorithme, vous l'appliquez non pas au visage, mais aux scans médicaux. Et vous imaginez, docteur, quels sont mes résultats?
Bon, attendez, on va vous regarder. Ah, vous avez du rouge là. Oh là là. Bon, écoutez, vous devez vous faire opérer. Mais docteur, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, vous avez du rouge là, vous voyez. Faites-vous opérer tout de suite là. Mais docteur, attendez, mais expliquez-moi. Mais vous avez du rouge là. Tous ceux qui ont eu du rouge là, ils sont morts en 6 mois. Donc faites-vous opérer tout de suite. Mais docteur, attendez, mais qu'est-ce que j'ai? Vous avez du rouge là. Vous voyez? Le problème d'explicabilité se pose. On ne peut pas ne pas expliquer. Le système, il apprend, mais il ne comprend pas. C'est une des 5 sources que je ne vais pas expliquer toutes, hein, de tensions éthiques, de conflits éthiques. Apprendre sans comprendre, les biais dans les données, l'instabilité de l'apprentissage. Vous changez 2 ou 3 pixels dans une image, pour vous, c'est toujours une voiture qui est en train de rouler, et pour un système, ça n'est plus une voiture, parce que 3 pixels, ça change tout. Le problème de vérification, le problème aussi de spécification, je passe sur les détails, donc il y a 5 sources de problèmes que voit l'ingénieur. Et c'est quoi notre problème aujourd'hui? Évidemment, nous pouvons écrire dans les textes législatifs, les systèmes d'intelligence artificielle doivent respecter les droits de l'homme, la vie privée. Mais il faut traduire cela pour l'ingénieur, parce que lui, il écrit du code informatique. Il ne peut pas dire dans le code informatique « respecte les droits de l'homme s'il te plaît ». Hein? Ça ne s'écrit pas dans le code informatique comme ça. Et donc, il faut traduire ces grandes valeurs sociétales en quelque chose d'opérationnel, ce que l'ingénieur peut réaliser, peut mettre dans le code. Et ce passage n'est absolument pas évident. Alors, juste pour rebondir là-dessus, après, je suis désolée de vous avoir coupé la parole. Aujourd'hui, on est quand même... Alors, il y a quand même 2 choses. C'est que d'une part, on est loin du docteur qui va dire « Docteur, monsieur, il faut vous faire opérer parce que c'est du rouge ici ». Et s'il y a bien une chose vers laquelle il ne faut pas tendre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de remplacer le médecin par l'intelligence artificielle. Loin de là, bien au contraire. C'est justement, et quelque part, c'est aussi une réponse à la deuxième partie de votre intervention, c'est que si, et c'est en ça que justement la garantie humaine a un sens, c'est que c'est aux médecins de conserver un regard critique, mais critique au sens médical du terme. Le médecin ne deviendra pas juste dans l'empathie entre l'ingénieur, donc l'algorithme, et le patient. Ce n'est pas un transfert d'informations, c'est rouge, je vous dis ça. C'est la machine me dit que c'est rouge, donc j'interprète que c'est ça, et donc à mon sens c'est ça. Voilà, donc là-dessus, il y a quand même, en tout cas à ce stade, peut-être qu'on en reparlera pendant la prochaine révision des lois de bioéthique et les choses auront changé. Aujourd'hui, on en est quand même très loin. Les domaines d'application pareils de l'intelligence artificielle en médecine se développent, mais le médecin n'est pas remplacé par la machine. Il faut au contraire former les médecins à travailler en collaboration et en adéquation avec justement ces outils. Merci. Alors, maintenant, on va laisser la parole au public. Juste une réflexion un peu en écho de la leçon inaugurale qui a eu lieu au début du forum. Je me pose quand même la question, mais je ne vais pas vous demander d'y répondre, hein, bien évidemment. Si l'on tient compte de l'incapacité consubstantielle de l'être humain à ne pas pouvoir se réguler, est-ce qu'il ne faut pas réguler en amont la recherche scientifique? Tout ça pour dire que ça fera probablement l'objet d'une semaine de réflexion l'année prochaine. Je laisse la parole au public. Je vais m'arroger le droit de la première question. D'abord, vos exposés étaient très brillants, mais si je ne me mets pas dans la posture d'un médecin, mais du public, le public a compris depuis quelques années que tout progrès n'est pas un progrès pour l'homme. Donc la notion de progrès est déjà discutée et mise en doute. Pourquoi? À cause des fort mauvaises expériences que tout le monde a vécues. Une expérience mère, ça a été celle du sang contaminé, mais il y a eu le Mediator, il y a eu, comme vous l'avez dit, l'amiante, pas reconnue par les pouvoirs publics, en tout cas pas à la hauteur des dégâts occasionnés. Il y a aujourd'hui le problème des pesticides et des xénoœstrogènes qui entraînent des vraies pathologies, et tout le monde est rentré dans une espèce de conscience d'un empoisonnement de masse. Et quand je dis empoisonnement, c'est qu'il s'agit de choses petites, non visibles, et les nanos, par définition, rentrent dans cette catégorie des empoisonneurs. Alors, le public est capable d'accepter un tien vaut mieux que du Dulora et de dire
Ben, un chatbot qui rentre dans l'intestin et qui va délivrer un médicament qui agit sur le cancer au bon endroit pour diminuer la nuisance d'une chimiothérapie, etc., et traiter le cancer localement, le public va dire « Ah ben là, je vois l'effet positif ». Même si on n'est pas tout à fait capable de lui dire quel est l'effet négatif de cette technologie. Parce que le problème, et c'est là ma question, c'est qu'on n'est pas capable d'administrer la preuve de l'absence d'effet. On est capable d'administrer la preuve qu'il y a un effet, ce qu'Aurélien a dit sur un médicament, mais prouver, c'est ce qu'on appelle la preuve du diable. Prouver qu'il n'y a pas d'effet négatif, parfois même 30 ans après avoir mis un médicament sur le marché, et nous, en médecine du fœtus, on a eu l'affaire de la thalidomide, où on avait testé ce médicament sur des rats à toutes les doses, et les rats, ça leur faisait juste rien, et chez les humains, ça raccrochait les mains et les pieds au tronc. Donc une malformation dramatique, et il y a eu 20 000 personnes touchées en Allemagne. Donc tout le monde se souvient de cela, et tout le monde sait bien que dans la thalidomide, il n'y a pas eu de mauvaise foi. Mais si vous rajoutez à cela le conflit d'intérêts des chercheurs et la mauvaise foi qu'on a vu se développer à propos du Mediator, où les producteurs savaient que le produit donnait des cardiopathies mitrales, ils le savaient et ils le cachaient, ça met là tout dans la soupe pour que le public soit d'une extrême méfiance en sachant l'impossibilité d'apporter la preuve qu'il n'y a pas d'effet négatif. Alors, juste pour répondre à une petite partie de la question, il y a évidemment des scandales sanitaires qui sont indiscutables. En même temps, il y a eu aussi beaucoup de progrès dont on parle moins, et finalement, tous ces scandales sanitaires ont aussi un peu fait oublier tout le reste. C'est-à-dire que évidemment, le Mediator est indiscutablement un scandale sanitaire. Évidemment, le sang contaminé aussi. Bref, tous les sujets que vous avez abordés, il n'y a pas d'équivoque possible. Ce sont bien évidemment, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Après, par rapport à ces sujets-là, en plus, et notamment les Mediators, tout ce qui est pilotage par les données de santé et avec de l'intelligence artificielle, ça permettrait quand même considérablement, et ça aurait permis de limiter ce type de problématique. Alors, non pas, tout le début de la chaîne aurait été la même, c'est-à-dire que les producteurs et les industriels auraient caché le mécanisme, la molécule aurait été mise sur le marché, puisque avec des liens d'intérêt potentiels, est-ce que demain ce sera supprimé? Voilà, il y a des garde-fous qui existent, mais certainement pas. En revanche, avoir une vision très exhaustive avec les données de santé des gens en disant là, à ce moment-là, il y a un problème à ce niveau-là, les choses auraient été interrompues beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est malheureusement qu'une partie, et après on en revient à la fameuse balance bénéfice-risque, c'est que il faut bien évidemment avoir une vigilance accrue par rapport à tout ce qui est développé, tout ce qui est déployé, et continuer à faire en sorte de mettre un maximum de garde-fous possible. En revanche, sans bloquer quand même l'innovation. Pas seulement, je suis d'accord avec vous et ce que vous avez dit, mais je voulais vous remercier pour avoir dit 3 choses précises. La première, comme sur cet exemple des nanos, il est très difficile, voire impossible, de prouver qu'un nanomatériau n'est pas un nanomatériau, qu'un matériau n'est pas un nanomatériau. Vous voyez, c'est un problème épistémologique fondamental. Donc, prouver que quelque chose n'est pas, on appelait ça autrefois en théologie apophatique, la négation, c'est très difficile. Deuxième point, je vous remercie d'avoir évoqué vous-même le diable. Je n'ai pas dit Satan, moi, mais je pense que le corpus des mythes, vous avez déjà compris, moi j'essaie de réfléchir sur ces grands motifs en éthique des nouvelles technologies à travers la comparaison avec les mythes. Et je pense que le corpus des mythes autour de Satan, diable, etc., permet aussi de penser le mal à l'âge technologique. Et c'est ce que je fais dans mon livre, c'est un détail. Et enfin, le troisième point,
Je vais citer de mémoire, si j'arrive, quelques lignes écrites par un juriste dauphinois à la fin du XVe siècle. Ce monsieur a écrit un long poème sur les affaires courantes de son siècle, et il dit en particulier, il dit ceci, il dit « Un prince né maladie », bon c'est en moyen français, donc un prince ne tombe malade que s'il y a eu empoisonnement, donc par poison ou sorcellerie. Vous voyez, c'est bizarre, un prince ne peut tomber malade que par empoisonnement ou sorcellerie. C'est pas du tout rationnel, n'est-ce pas? Pour nous, c'est pas scientifique. Or, ça montre bien qu'il y a un effet psychologique, vous pouvez dire, irrationnel, politique, tout ce que vous voulez, mais qui advient après l'effet. Vous voyez, on recherche les causes à partir des conséquences, et non pas les conséquences à partir des causes. D'accord? On recherche des causes à partir des conséquences. Et s'il y a des conséquences néfastes, il faut bien trouver des causes pour attribuer des responsabilités. Et donc, quand vous pensez à toutes ces nouvelles technologies, à toutes les affaires que vous avez évoquées, il y a bien sûr les effets de causalité avérés scientifiquement, mais il y a aussi un ensemble d'effets psychologiques et politiques qu'il ne faut pas oublier. Et ces effets ne sont pas à condamner, ils ne sont pas mauvais ou à rejeter, ils sont là. C'est comme ça que fonctionnent nos sociétés. Depuis pas seulement le XVe siècle, mais bien avant, et toujours au XXIe. Philippe Bourqui, donc je vous remercie pour la conférence. Mais l'affiche était belle, je trouve. Nanotechnologie, promesses et dangers. Moi, je suis vraiment resté sur ma faim parce que je m'attendais à ce qu'on nous parle un peu des applications dans le corps humain, puisque quel humain pour demain? Madame, vous l'avez effleuré en 2 phrases. Nous avons surtout passé du temps à entendre les états d'âme et la responsabilité du chercheur. C'est pas ce que je suis venu chercher ce matin. Donc, quand vous parlez de réparation tissulaire et quand vous parlez de cibler les tumeurs cancéreuses ou alors les nanotechnologies qui permettront de dispenser des médicaments dans le corps, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Parce qu'on en parle depuis longtemps. Quels sont les problèmes que rencontrent les chercheurs? Et quand vous parlez de régulation, est-ce que vous parlez du monde académique, mais est-ce que avec les capitaux privés, est-ce qu'il n'y a pas là des avancées où il n'y aura pas ce pouvoir de régulation et il y aura des applications mises sur le marché qui échapperont totalement au comité d'éthique? Pour répondre rapidement, ce qui bloque aujourd'hui, ce sont les financements qui sont dédiés à la recherche sur ces sujets-là. C'est-à-dire que comme tout sujet de recherche, soit il y a des choses qui sont trouvées assez rapidement et du coup il y a des financements. Il y a un moment où il y a moins de financement, donc il y a un certain nombre d'industriels qui continuent à regarder justement ces enjeux sur les nanomédicaments et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui travaillent sur tout ce qui est réparation tissulaire. Aujourd'hui, voilà, ce sont les limites liées aux avancées de la recherche et au temps de la recherche aussi, puisque ça reste quand même des sujets qui mettent du temps à se développer. Et je vous trouve un petit peu injuste parce que les promesses, finalement, on en a parlé. Alors, on est désolé de vous décevoir, mais pour l'instant, les promesses, on n'en a pas encore beaucoup à vous formuler. J'imagine, enfin pas moi, hein, mais je crois que c'est important de le savoir parce que dans l'imaginaire collectif, des promesses, il y en a plein. On nous parle de nanorobots qui vont soit tuer tout le monde dans une salle de conférence, soit soigner l'ensemble des cancers. Et le forum de bioéthique, il est aussi là pour vous présenter des personnes qui connaissent l'état de la science en la matière et de sortir de cette conférence en se disant, bon, on sait peut-être un peu mieux ce que c'est que les nanotechnologies. On sait aussi que les promesses, pour l'instant, ce qu'on peut lire dans la presse, on va émettre un regard un peu plus critique que celui qu'on peut avoir habituellement. Je trouve que c'est des éléments importants et c'est ça, nous, ce qu'on cherche à vous apporter. Moi, je voudrais faire un deuxième commentaire, si vous me permettez, sur la responsabilité. En tant que médecin, si je ne fais pas un geste, je cours autant de risques que si je le fais. Je prends un exemple simple. Si pour une patiente, je décide de faire une césarienne, je cours un risque qui pourra être critiqué ultérieurement si ça se passe mal. Au contraire, si je ne la fais pas en temps utile, je cours le risque. Donc ne pas faire, c'est faire aussi ou prendre aussi de la responsabilité.
Ça, c'est la responsabilité du médecin. Maintenant, je mets ma casquette de responsable public, de ministre ou de directeur des agences qui doivent mettre les produits sur le marché. Ne pas faire, ce n'est pas courir un risque. Et dans le doute, abstiens-toi. C'est passé dans les proverbes. Pour les agences sanitaires aujourd'hui, que je fréquente, le bénéfice-risque n'existe plus. Il n'y a plus la possibilité de prendre un quelconque risque. Oui au bénéfice, non au risque. Et même dans le compassionnel, même quand on sait qu'un médicament va faire beaucoup de mal, j'imagine qu'aujourd'hui, pour mettre une chimiothérapie sur le marché, chimiothérapie qui est un poison, ça doit être extrêmement difficile. On les utilise et on démontre leur effet sur des protocoles dits compassionnels parce qu'on sait qu'il y a plein de risques et qu'une agence sanitaire ne veut pas prendre de risques et dans le doute, elle s'abstient. Donc, je pense que les décideurs, et si demain vous étiez décideur, vous metteriez la casquette avec le képi derrière en disant oui au bénéfice, non au risque. Donc déjà, vous avez pris ces deux casquettes de ces deux personnages. Je vais ajouter un troisième, mais d'abord un mot sur chacun des deux. Donc effectivement, le médecin, il est dans une situation tout à fait particulière parce qu'il traite déjà avec des malades, des personnes qui ne vont pas bien. Le chercheur, par exemple, un physicien, un biologiste, ne traite pas nécessairement avec les malades. Pas tous les citoyens sont des malades. Donc le médecin, il a une responsabilité toute particulière de soins, de soigner le malade. Le responsable politique, qui n'a pas nécessairement cette responsabilité-là, donc lui, il doit prendre une décision devant l'incertitude. Il ne peut pas connaître toutes les conséquences. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il attend? Et s'il attend trop, alors il y aura d'autres pays. Il y aura peut-être la Suisse qui va faire plus vite. Ou peut-être la Corée du Sud, c'est l'aspect géopolitique que vous avez évoqué. Donc, est-ce qu'il va attendre ou pas? Ou est-ce s'il se précipite, s'il décide trop tôt, il a beaucoup d'incertitudes, il ne connaît pas toutes les conséquences. Donc, quel est son principe d'action? Une grande question. Il y a un troisième, c'est le chercheur. Alors, pour le chercheur, c'est assez amusant, c'est un autre poète du XXe siècle qui dit, finalement, le chercheur, ce n'est pas celui qui fait du calcul coût-bénéfice. Le chercheur, il fait des sauts périlleux. Il fait des sauts en avant. C'est ça son métier. Nouvelle connaissance, il ne sait pas comment elle sera utilisée par d'autres plus tard, au-delà de son contrôle. Donc c'est un saut qui peut s'avérer périlleux, tout à fait. Et vous voyez, la condition d'être chercheur, c'est ça. C'est de faire ces sauts vers l'avenir qui peuvent s'avérer plus tard périlleux. Plus tard, on appelle ça en éthique, en théorie éthique, on appelle cela l'argument de fortune morale. Fortune morale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il y aura un événement aléatoire à l'avenir que vous ne contrôlez absolument pas, qui va complètement changer le jugement sur ce que vous faites ici et maintenant. Et donc le chercheur, il ne peut pas, encore une fois, se passer de cela, il doit apprendre à vivre avec. Et comment faire? Ça n'est pas la même chose que le médecin, ça n'est pas la même chose que le décideur public, c'est encore un troisième type de vie, d'approche, de principe de décision. Pour ajouter un élément à cette réponse par rapport à la responsabilité sur un médicament, aujourd'hui, vous l'avez à disposition, vous ne l'avez pas à disposition en France. Rares sont quand même les patients qui partent aux États-Unis pour récupérer un médicament qui sera accessible aux États-Unis et pas en France. L'intelligence artificielle, ce sont des données. Donc la facilité de diffusion des données n'est pas du tout la même que celle de déplacement d'une personne qui plus est malade. Donc il y a aussi finalement un autre regard sur la responsabilité du décideur. Le décideur qui jusque-là et continuera certainement sur les médicaments et du coup sur les nanomédicaments avec les mêmes enjeux de attention, qu'est-ce qu'on fait du bénéfice-risque? Donc on n'y va que s'il y a un bénéfice, s'il y a un risque, et comme de toute manière, si bénéfice il y a nécessairement un risque associé, on n'ira peut-être pas ou très prudemment dans le cadre d'ATU. Si sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne remet pas la responsabilité à l'outil. La responsabilité revient soit au constructeur dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, soit au médecin qui sera utilisateur et qui aura le dernier mot sur l'outil dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.
Donc, les enjeux sont un peu différents et la responsabilité est différente. Et la responsabilité de l'État, c'est de dire dans quelle mesure je donne les meilleures conditions aux individus de mon pays, sachant que ces individus-là peuvent utiliser, parce que envoyer par Internet, envoyer par un smartphone, des choses en étant plus protégés dans un autre pays. Donc ça permet, du coup, ça a biaisé la notion de responsabilité telle qu'elle existait aujourd'hui avec les médicaments ou avec les dispositifs médicaux. Et ça met un autre niveau qui est de dire, finalement, est-ce que la responsabilité n'est pas aussi de donner accès à ces solutions? Après, se pose la question de dans quel cadre on donne accès à ces solutions. Bien, mais merci. Juste un petit commentaire concernant le risque dont on vient de parler. Dans les débats sur les nanotechnologies, dans les années 90, notamment à Grenoble, il y avait un groupe qui s'appelait Pièces et main-d'œuvre, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, mais qui... Celui que j'ai cité. Voilà, exactement. Mais qui avait rebaptisé les nanotechnologies nécrotechnologies. Et ce n'était pas uniquement... Alors, bien sûr, ils parlaient beaucoup de risques, mais pour eux, il y avait dans le fond une sorte d'inquiétude plus profonde encore. C'est qu'avec ces technologies, on artificialise le vivant et la nature. Il y avait dans le fond une idée d'une espèce de posture démiurgique qui trouvait métaphysiquement, j'imagine, inquiétante. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le fond, comme c'est une attitude qui est difficile à faire partager d'une certaine manière si on ne la partage pas dès le départ, le discours était continuellement, oui, mais il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques. Et on a parfois l'impression, dans ce discours sur les risques, on met des risques en avant. Bien sûr, il y a ces risques, mais il y a d'autres motifs qui sont derrière. Et peut-être que votre analyse du mal, justement, pourrait faire d'en mettre un certain nombre en lumière. Mais dont je crois qu'il faut tenir compte quand on parle des nouveautés technologiques. Je crois qu'il y a des... Je voulais réagir à ce que vous disiez, M. Berthier. Vous savez, il y a une artificialisation de la condition humaine que vous partagez, que notre modérateur aussi, et moi, sur cette scène. C'est ceci. Oui, ça améliore la condition humaine, n'est-ce pas? Comme la brosse à dents aussi. Ce sont des prothèses. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec ces prothèses, c'est qu'on peut les retirer. C'est notre décision. Ça revient à nous de décider. Le problème avec le transhumanisme, vous pouvez le taxer comme vous voulez, de secte, d'idéologie, de philosophie, etc. Le problème, ça n'est pas de le condamner. C'est assez facile. Comme d'ailleurs Pièces et main-d'œuvre le fait. Le problème, c'est le brouillage de la frontière entre thérapie et augmentation. Parce qu'on développe des choses thérapeutiques, mais qui, de par là même, peuvent augmenter, peuvent améliorer notre condition humaine. C'est une thérapie, mais ce genre de technologie peut aussi améliorer la vision, etc. Et donc, le brouillage de cette frontière, il est permanent. Il y a des choses que nous intégrons. Alors, comment est-ce qu'on choisit celles qu'on peut intégrer et on rejette celles qu'on ne souhaite pas intégrer? Bonne question. Je pense que le motif fondamental ici est celui de la réversibilité du changement de la nature humaine, du corps. Un changement réversible qu'on contrôle, qu'on peut faire, enfin on peut revenir en arrière, on peut défaire, probablement sera plus acceptable qu'un changement irréversible. Et donc c'est ça le motif fondamental. Alors on est tous très bavards, on laisse la parole au public maintenant. Oui. Donc vous avez largement abordé la question que je voulais vous poser. Donc en fait, je trouvais effectivement que vous justifiez beaucoup trop. Et c'est ce qu'il a dit aussi l'intervention précédente. Et là, vous parlez beaucoup mieux. Je pense qu'il faut que vous soyez beaucoup plus tranchant et dire ce qui est de responsabilité de politique et ce qui est de responsabilité de multinationales et de lobbies. Effectivement, la recherche et l'innovation, on ne doit pas s'opposer parce que de toute façon, d'autres, ils vont la faire. Et on doit être avec et l'accompagner. Et vous, peut-être votre rôle, c'est effectivement d'être bienveillant et d'avoir des bonnes intentions quand vous faites ce que vous faites, mais surtout d'expliquer en quoi ça consiste. Et effectivement, vous avez donné quelques exemples. Moi, je dirais toute la technologie qui est là autour de nous, les médicaments, tout le confort qu'on a, c'est dû à la science. Donc le problème, ce n'est pas l'innovation et la science en soi, c'est la façon dont on va l'utiliser. Et donc du coup, tout ce pourquoi vous vous justifiez, en fait, ce n'est pas à vous de vous justifier, c'est aux politiciens, c'est aux multinationales, c'est à ceux qui sont là. Vous devez juste être juste, intègre et honnête.
Donc vous devez juste rester honnête, et s'il y a un problème, s'il y a un conflit d'intérêts, si des multinationales ils vous disent ben, ne dites pas ceci, dites plutôt cela ou faites plutôt ceci, là c'est à vous d'agir. Mais c'est uniquement là. Pour le reste, vous devez dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que oui, avec ce que pour le reste, vous devez juste expliquer aux gens quel est votre rôle. Et là, vous l'avez dit, c'est pour ça que je ne vous repose plus la question, ce n'est même pas le rôle du médecin. Donc effectivement, le chercheur, c'est encore autre chose. Donc lui, il cherche des nouvelles technologies et il met à disposition de la société de nouvelles technologies. Après, c'est à nous de voir comment on va les utiliser. Donc je pense que vous êtes d'accord et la question elle est très simple du coup parce que vous avez répondu déjà en partie, c'est d'expliquer qui a quelle responsabilité. Et que le gros de responsabilité de tout ce pourquoi vous vous êtes justifié, c'est finalement, ça ne tient pas de vous, mais des multinationales et des politiques. Merci pour votre remarque. J'ai envie de vous répondre oui, mais. Et le mais, il va peser presque plus lourd que le oui. Pourquoi? Vous savez, si on vivait dans une société voulue par Platon dans République, gouvernée par les sages, oui, peut-être qu'on laisserait aux sages politiciens le soin de décider. Il ne faut pas croire que les hommes politiques décident en toute connaissance de cause, parce que les causes sont connues, et encore, par les experts, pas tellement par les hommes politiques, dans ce cas-là. Et donc, le scientifique, il crée des possibilités, il ouvre des nouvelles voies à travers l'innovation dont nous parlions tout à l'heure. Il rend certaines choses possibles. Souvent, ce n'est pas lui qui prend la dernière décision, c'est le constructeur, le fabricant, voire l'homme politique. Mais le scientifique, c'est celui qui joue le rôle de parent, en quelque sorte, qui conserve la parenté de telle ou telle connaissance, telle ou telle technologie, même s'il n'a absolument pas formé l'intention de fabriquer le produit final. Et donc dire, moi je suis, vous savez, juste là, en train de fabriquer des nouvelles connaissances, et après, c'est l'homme politique qui décide. C'est ce qu'on entend très souvent. Et ce discours, je suis loin de vouloir le taxer négativement. Je veux dire, c'est un discours qui fait bouger les choses. Mais c'est aussi un discours qui est quelque part insuffisant, parce que nous mettons des choses nouvelles dans le monde, nous les scientifiques, je veux dire. Nous rendons les choses possibles. Einstein se sentait responsable parce que d'autres, plus tard, avaient utilisé pour faire la bombe les connaissances qu'il avait mises au monde, le premier. Et donc, il n'y a pas de ligne nette et claire de séparation entre le scientifique qui crée de nouvelles connaissances et puis l'homme politique qui décide de déployer telle ou telle technique. Il y a aussi ce retour de responsabilité politique à travers la parenté de ces connaissances. C'est qui a été le premier. Et cet aspect-là, il faut le garder quand même aussi en tête. Pas seulement ce que vous avez dit, même si sur le plan opérationnel, c'est tout à fait important de se dire « je travaille sur ce projet, point barre ». C'est juste ça ce que je fais. Judith Mel a un complément. Alors, juste un petit complément par rapport au problème de responsabilité. Aujourd'hui, on a un droit français qui est quand même relativement clair et relativement explicite par rapport et aux responsabilités et par rapport à tout ça. En revanche, et c'est bien pour ça que pour arriver à la loi de bioéthique actuelle, et c'est bien le sujet, on parle de bioéthique et on est sur quelque chose qui est beaucoup moins tranché, il y a eu des débats à travers toute la France pendant plus d'un an, pendant quasiment 2 ans, pour justement essayer d'avoir aussi la perception des gens par rapport à différents sujets. Et tous les sujets qu'on évoque aujourd'hui, c'est à la fois des sujets technologiques, des sujets d'innovation, mais ce sont aussi des sujets complètement sociétaux, et ça rejoint exactement ce que vous disiez au début, et qu'un sujet sociétal, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là par rapport, ok, l'innovation, certes, et l'innovation, on en a tous besoin, et l'innovation, on l'utilise tous, mais à quel point, dans quelle mesure, et jusqu'où, nous, on est capable aussi d'accepter cette innovation. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui,
c'est malheureusement pas aussi tranché par rapport à certains sujets que ça pourrait l'être ou que ça ne devrait pas l'être. Après, effectivement, chaque acteur avance et chaque acteur avance selon son cadre de responsabilité. Une question au fond de la salle. Bonjour, je voulais demander à mes élèves là, qui avaient déjà entendu parler de nanotechnologie. Levez le doigt. Voilà, mon problème, c'est que je pense que déjà au niveau de la formation, on est un peu pauvre. La formation scientifique est pauvre actuellement dans notre pays. Donc pour pas vous prendre pour des sorciers, pour pas qu'on vous considère comme des sorciers, il faudrait déjà qu'on ait un peu de formation scientifique. Je pense aussi qu'au niveau des politiques, là aussi, il y a une pauvreté scientifique. Et je pense aussi qu'il faudrait avoir un esprit marketing chez les scientifiques pour faire passer les messages de prévention, que ce ne soit pas quelque chose de voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, hein, mais accompagner, comme Toby, voilà, c'est accompagner la connaissance de ce que l'on peut faire. Voilà. Et voilà, c'est un peu une remarque. On a une pauvreté scientifique et comment vous pouvez intervenir là-dedans pour défendre les intérêts de la science, pour qu'on prenne des décisions en toute clairvoyance. Un consentement éclairé, en gros. Éducation et communication. Chers élèves au fond de la salle, levez la main s'il vous plaît, ceux qui ont déjà entendu parler d'intelligence artificielle. Oui, vous voyez? Et si j'avais posé cette question en 1958, j'aurais dit, levez la main ceux qui ont déjà entendu parler des voyages dans l'espace. Tout le monde. Aujourd'hui, les voyages dans l'espace, écoutez, oui, mais bon, ça ne nous fascine pas tellement. Oui, on peut aller sur Mars, pourquoi pas, finalement, mais l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus intéressant quand même, n'est-ce pas, chers élèves? Donc, vous voyez, il y a la société occidentale, et pas que la société occidentale, en fait, mais le monde entier, si vous voulez, vit avec ces vagues des nouvelles générations que la société voit comme quelque chose de fascinant, de nouveau. D'ailleurs, pour la robotique et l'intelligence artificielle, ça a déjà été le cas dans les années 60 et 70. Hein, c'est la deuxième vague. Mais la vague nano est passée. Ça a saturé. Ça a saturé en 2011-2012. Cette vague nano est derrière nous. C'est pour ça que ça fascine moins et on entend moins parler. Donc ça, c'est la première chose pour aller vers la deuxième où je vous rejoins complètement. Le problème d'éducation est fondamental. Je pense que ce qui va arriver aux médecins avec la garantie humaine de tout cela, c'est que oui, on aura toujours des médecins, mais d'ici peut-être 10 ans, tous les médecins vont devoir savoir écrire le code informatique, coder. Parce qu'un médecin qui ne sera pas un peu opérateur de ces systèmes informatiques, peut-être ne sera pas assez qualifié. Donc, oui, les évolutions des métiers, est-ce que notre système national, d'éducation nationale, correspond à ces évolutions, va assez vite? La réponse, c'est non. La physique qu'on apprend aujourd'hui au lycée s'arrête il y a 130 ans. C'est comme si, en classe d'histoire, il n'y avait rien entre Napoléon et la Deuxième Guerre mondiale, voire même aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est là l'état de notre système éducatif et il est catastrophique. Par rapport à la formation, c'est évident qu'aujourd'hui, dans un système qu'on essaye de tourner vers le préventif, il faudrait effectivement qu'il y ait une formation des élèves et après des étudiants, justement, qu'est-ce que la prévention, qu'est-ce que la santé et comment finalement être soi-même acteur de sa propre santé. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est un sujet qui malheureusement, sur lequel on ne peut pas trop jouer aujourd'hui. Sur la formation des médecins, pour répondre à ça, il y a, ça a quand même été pris en compte à 2 niveaux. Sur la formation continue des médecins, puisque tout ce qui est formation à l'intelligence artificielle a été annoncé comme prioritaire sur l'année 2020 par les personnes en charge de la formation continue des médecins.
Et la conférence des doyens des universités de médecine a aussi annoncé qu'elle formerait l'intégralité des étudiants en médecine à l'intelligence artificielle. Après, je ne suis pas, moi, à ce stade convaincue, mais on en revient à des jugements qui sont très personnels, qu'il faille qu'un médecin sache écrire du code pour travailler avec l'intelligence artificielle. En revanche, je pense qu'il est indispensable qu'il connaisse les données qui ont permis de qualifier cette intelligence artificielle et qui ont été indexées, et que du coup, ça lui permette d'avoir un regard critique sur les réponses. Donc il faut qu'il reste très technique et expert dans son domaine. En revanche, je ne partage pas forcément le fait qu'il faille qu'il devienne mi-médecin, mi-ingénieur, mais il faudra aussi certainement des médecins ingénieurs. Mais c'est encore autre chose. J'ai sans doute exagéré un peu exprès, mais j'ai quand même 2 messages pour les éducateurs dans la salle et surtout pour les inspecteurs des académies, s'il y en a. 2 messages. Bon, le premier, les 2 sont évidents. Le premier, c'est que les inspecteurs d'académie, très souvent, ne connaissent pas la science d'aujourd'hui. Donc, oui, il faut aller parler aux scientifiques dans les universités. Quand vous êtes un inspecteur d'académie, quand vous êtes même un professeur d'école, faites entrer les scientifiques dans vos classes. Il y a des exemples magnifiques dans quelques académies que je connais. Deuxième message, un peu un message général, mais j'y tiens. Il ne faut pas chercher la facilité. Il faut apprendre aux élèves à chérir les choses difficiles et complexes. Et c'est difficile, hein, mais quand on essaie de le faire, et il y a beaucoup de professeurs en France qui essaient de le faire malgré tout ce qu'on voit dans les programmes. Donc les programmes qui cherchent la facilité, c'est une très mauvaise idée. Mais apprendre aux élèves d'apprécier les choses complexes, c'est difficile, mais ô combien nécessaire. Si je peux me permettre, ce n'est pas dans le domaine des connaissances qui seraient mal réparties que se pose la question. La question des nanotechnologies, c'est dans le domaine de ce qu'on ne connaît pas que se posent les questions. Et ma question, elle porte sur la réversibilité des nanoparticules diffusées dans l'atmosphère. Il se trouve que pour l'instant, on n'a pas eu connaissance que certaines d'entre elles soient nuisibles. Mais si tout d'un coup on en déversait une dont on découvre la nuisibilité, on se retrouverait dans la situation du chlordécone. Je ne sais pas qui a déjà entendu parler du chlordécone, mais c'est une catastrophe sanitaire d'une ampleur incroyable. Pour éviter les parasites dans les bananes dans les Antilles et pour augmenter la production par hectare, on a mis un antiparasite, le chlordécone, dans les champs de bananes aux Antilles. Et le chlordécone est rentré dans les sols, il est cancérigène gravement et il va rester 150 ans dans les sols des Antilles. Et même, on ne sait pas aujourd'hui assainir les terres contaminées par le chlordécone. Donc, non-réversibilité de ce traitement, qui était fait juste pour augmenter de quelques quintaux la productivité à l'hectare. Et je ne pense pas qu'il y ait eu des malveillants dans cette affaire. Et en particulier les politiques qui ont dit « on va vous amener quelques bateaux de chlordécone pour bien enlever les parasites dans vos bananes », ne savaient pas. Le problème, ce n'est pas sur ce qu'on sait, c'est sur ce qu'on ne sait pas. Et je me demande si augmenter l'éducation sur les sciences va changer quelque chose pour la société. La société est désormais inquiète à cause de ce genre d'accident sur la réversibilité de ce que nous déversons dans la nature, parce que c'est très coûteux de dire qu'un médicament ou qu'un produit n'a pas d'effet. On a l'accord de Paris qui prévoit d'investiguer à peu près 1 millier de produits chimiques. Ça coûte un bras et aucun industriel n'a les moyens de démontrer que le produit qui va larguer dans la nature n'est pas nuisible. Alexei Greenbaum, oui. Je peux vous raconter, je vous ai promis tout à l'heure de raconter une histoire et elle parle exactement de ce que vous venez d'évoquer. Alors cette histoire sur la réversibilité parle du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, l'homme le plus sage et le plus intelligent, on va dire, devait faire quelque chose pour le prouver, que les autres ne savaient pas faire, et il fait un homme artificiel, un golem,
pas le golem de Prague, un autre golem, un homme artificiel qui était parfait. Il ressemblait parfaitement à un homme né de père et de mère, il pouvait même parler, et donc ce golem se lève, il parle à Jérémie. Et il lui dit, bon écoute, qu'est-ce que tu as fait Jérémie? Bon, je t'ai fait toi, voilà, hein, je suis content. Et le golem avec un article, hein, ça n'est pas un homme propre, il n'est pas vivant, le golem lui dit, non, à partir de maintenant, quand un homme rencontre un autre homme dans la rue, il ne saura plus si c'est un homme né de père et de mère ou fait par quelqu'un d'autre. Bizarrement, Jérémie n'y avait même pas pensé. L'homme le plus sage et le plus intelligent. Et il dit au golem, bon, alors dis-moi qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, je n'avais pas pensé à ce problème psychologique, moral, juridique, etc., mais pas scientifique. Et le golem lui répond, défais-moi. Défais-moi. Non pas tue-moi, mais défais-moi. Et Jérémie le fait dans la légende. Et vous allez me dire, voilà, quelle facilité. Qu'est-ce qu'il était facile pour Jérémie dans la légende de revenir en arrière, à l'état précédent du monde. Et donc nous, dans le monde où nous vivons, nous n'avons absolument pas cette facilité du moment où nous avons mis, par exemple, des moustiques génétiquement modifiés ou d'autres types d'organismes génétiquement modifiés dans les écosystèmes, il n'y a pas de réversibilité. Et donc nous devons faire en quelque sorte mieux que Jérémie, parce que nous n'avons pas ce privilège extraordinaire de pouvoir revenir en arrière. Mais faire mieux que Jérémie, par définition, signifie faire mieux que l'homme le plus sage et le plus intelligent. Comment est-ce possible ? Merci. Je vais laisser la parole en dernier lieu à du public sur Internet. Léon, sur Twitter, qui nous demande « Peut-on imaginer qu'on nous injecte des nano-objets à notre insu et qu'on en exploite les données ?» Je vais vous demander peut-être de faire un tout petit peu de futurologie dans quelque chose de raisonnable pour pouvoir nous répondre. Ça a été imaginé dans les romans de nanofiction. Alors, je ne sais pas si celui qui a posé cette question aime beaucoup la science-fiction. Il existe effectivement un certain nombre de romans de nanofiction, même des jeux vidéo de nano-jeux vidéo, où ce genre de choses se passe. Mais donc, imaginez, oui, cela a été fait, mais peut-être pas dans le monde réel, en tout cas pas en 2020. Et juste pour ajouter, il faut quand même aussi faire attention à tout le fantasme que peut générer justement les nanotechnologies, l'innovation, l'intelligence artificielle. Évidemment, il faut faire attention à ce qui va être développé. Évidemment, on ne va pas se faire injecter des nanotechnologies à notre insu. On peut en tout cas espérer refuser ça. Mais c'est justement avec tous ces fantasmes de choses liées à l'innovation que derrière, ça génère des craintes qui sont largement supérieures à la réalité de ce qui existe aussi. Et le fantasme s'insinue quand on ne met pas de mots dessus. Donc je vous remercie d'avoir éclairé nos lanternes, de nous avoir montré un petit peu l'état des lieux de ce qu'étaient les nanotechnologies et puis aussi l'évolution sur l'intelligence artificielle. Je crois qu'on en sort tous grandis. Donc merci à vous et merci au public également et sur Internet. Et on vous retrouve tout à l'heure.